Bienvenue dans l'émission À Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Le thème abordé ce soir est l'endocardite infectieuse. Qu'est-ce que l'endocardite infectieuse? L'endocarde est la membrane interne du cœur. Cette infection atteint 2000 personnes par an, est encore grevée d'un fort taux de décès, 15 à 25%. Qu'est-ce que l'endocardite infectieuse? Quelles sont les causes? Quelles en sont les causes? Comment se manifeste ce type de pathologie? Quels sont les traitements et quelles en sont les complications? Autant de questions qui trouveront réponse auprès de l'endocardite team de la Timone, équipe novatrice comprenant le professeur Gilbert Habib, si présent, chef de service de cardiologie à la Timone, éminent membre de la Société européenne et française de cardiologie et à ce titre co-auteur des recommandations en termes de prévention, diagnostic et prise en charge de l'endocardite infectieuse et actuellement à la tête du registre Euro-Endo. Par ailleurs, il a encore un titre qui n'est pas des moindres, c'est celui de chef préféré des internes de cardiologie depuis de nombreuses années, mais on va s'arrêter là. Pour les compliments ce soir, nous allons recevoir aussi, membre de l'endocardite team, le docteur Casalta qui est infectiologue. Bonsoir. Bonsoir. Qui s'occupe du diagnostic et du traitement de ce type d'infection. Il nous expliquera sa manière de travailler dans l'équipe et le docteur Alberto Riberi, qui est chirurgien cardiaque à la Timone et plus particulièrement responsable de la prise en charge chirurgicale de ce type de pathologie. Donc bonsoir à tous. Pour commencer, docteur Habib, quelles sont les manifestations de l'endocardite infectieuse et qu'est-ce qu'une endocardite infectieuse? Eh bien, comme vous l'avez bien, merci pour l'introduction. Comme vous l'avez bien rappelé, effectivement, c'est une maladie qui touche l'endocarde, c'est-à-dire la structure interne du cœur, et plus particulièrement les valves cardiaques. Et comme le montre bien l'ensemble des personnes autour de cette table, c'est une pathologie qui est à la frontière, en fait, de plusieurs disciplines, qui intéresse à la fois les cardiologues ou les chirurgiens cardiaques, comme le docteur Riberi, et moi comme cardiologue, mais également les infectiologues. C'est donc vraiment une pathologie multidisciplinaire qui est donc caractérisée par l'infection des valves cardiaques. C'est quand même ça la chose la plus importante. Et ça explique pourquoi le principal symptôme, le principal signe qui doit nous y faire penser, ça va être la fièvre qui est présente dans pratiquement 95% des cas de toutes les endocardites infectieuses. Mais à côté de cette fièvre qui est le symptôme majeur, il peut y avoir à côté de ça de très nombreux symptômes qui peuvent faire souvent errer le diagnostic pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ces symptômes pouvant être cardiologiques mais aussi extracardiologiques, comme par exemple cérébraux, neuromusculaires, articulaires, digestifs, etc. Ce qui fait tout le charme de cette pathologie, mais aussi toute sa difficulté diagnostique. Et je crois que d'ores et déjà, ça fait sentir qu'il peut y avoir parfois un retard diagnostique qui peut être la cause de la gravité de cette maladie. D'accord. Dans le reportage qui suit, nous allons à la rencontre d'un patient qui est justement porteur d'une endocardite infectieuse, forme un petit peu particulière, dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, puisque c'est une endocardite sur sonde de pacemaker. Ce reportage est présenté par Laurent Henry et Manon Emery. Je m'appelle Bernard Rauque et j'ai 68 ans. Ma fonction professionnelle a été arrêtée par un infarctus. On a découvert par la suite, quelques années après, une arythmie cardiaque qu'il a fallu juguler et donc on a implanté un pacemaker. J'avais des tremblements assez souvent, des petites fièvres qui montaient jusqu'à 38, toutes petites, mais ça durait 1 heure. Nous soupçonnons une endocardite. C'est un germe qui s'est porté sur les sondes de mon pacemaker. Pour avoir de bons résultats sur une endocardite comme celle-ci, j'ai été mis sous antibiotiques immédiatement. Naturellement, c'est de consulter s'il y avait un soupçon, mais il faut le faire tout de suite parce que les résultats sont dépendants de la proximité de l'événement, afin qu'on puisse faire les examens immédiats. Il est évident qu'un incident cardiaque comme ça, avec son suivi sur plusieurs années, marque ma vie à jamais, c'est certain. Je vis néanmoins très correctement, mais il est évident qu'on ne peut plus courir. Voilà. Il y a un certain rythme de vie qu'il faut abandonner.
Donc nous avons vu dans ce reportage que ce patient était porteur d'une endocardite sur sonde de pacemaker. Endocardite, c'est atteinte de la paroi interne, enfin de la membrane interne du myocarde. Donc pourquoi appelle-t-on endocardite ce qui touche aussi les sondes de pacemaker? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Ça ne devrait pas être appelé une endocardite, puisqu'en fait c'est une localisation infectieuse qui touche un matériel intracardiaque. Ceci dit, il faut bien savoir que beaucoup des endocardites actuellement touchent un matériel intracardiaque, qu'il s'agisse d'une prothèse valvulaire ou d'une sonde de pacemaker. Mais là, je voudrais juste dire une petite chose pour rassurer quand même les personnes qui vont nous écouter, c'est que ces pathologies sont quand même très rares. Vous avez cité le chiffre de 2000 endocardites, nouveaux cas d'endocardite par an en France. Les endocardites sur pacemaker sont extrêmement rares. Fort heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses d'un pacemaker. Il ne faudrait pas les inquiéter en leur disant qu'il y a un risque très important. Ce n'est pas vrai, le risque n'est pas très important, il est très faible, mais il y a des précautions à prendre et il faut faire attention à essayer d'en faire le diagnostic le plus précoce parce que c'est une maladie qui est rare, mais quand elle apparaît, il faut savoir la diagnostiquer et il faut savoir la traiter très rapidement et la confier soit aux infectiologues pour qu'ils puissent donner le meilleur traitement, le plus adapté au point de vue antibiotique, soit parfois, une fois sur deux quand même, pratiquement, au chirurgien pour qu'il intervienne, soit sur une valve ou éventuellement sur un pacemaker. Je vous remercie d'avoir apporté ces précisions. Moi, j'aimerais savoir quand même comment est-ce que vous faites le diagnostic quand un patient arrive avec de la fièvre dans le service? Quelle est votre démarche diagnostique et comment trouvez-vous la bactérie? Je dirais qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, ce sont les critères classiques qui nous permettent de faire le diagnostic et qu'on utilise depuis des années, qui sont critères qu'on appelle les critères de Duke, ou plus simplement les deux critères diagnostiques majeurs, qui sont l'échographie cardiaque, avec des signes très particuliers, dont les végétations, qui sont des masses mobiles appendues sur les feuillets valvulaires. Et le deuxième critère diagnostique majeur, ce sont les hémocultures. Et avec ce binôme, l'infectiologie d'un côté, l'échocardiographie de l'autre, on arrive, allez, on va dire dans 80% des cas à faire le diagnostic, mais il y a encore des cas qui restent un peu difficiles, particulièrement pour les cas d'endocardite sur prothèse. Donc ça, c'est la réponse classique. Et puis, depuis quelques années, d'autres techniques diagnostiques se sont développées, permettant d'arriver plus facilement, plus précocement au diagnostic. Et ces techniques, ce sont des techniques d'imagerie essentiellement. On pourrait en citer une qui est le PET scan, qui est quelque chose qu'on connaît, que vous connaissez certainement parce qu'on en parle souvent dans les pathologies néoplasiques, dans les cancers. Et on se rappelle peu, on sait peu que ça peut être utile aussi. Ça fixe un petit peu les zones hyperactives. Oui, les infections, les inflammations. Et donc ça permet, on s'est aperçu de cela un peu par hasard il y a quelques années, eh bien, quand il y a une infection au niveau d'une valve, et plus particulièrement d'une prothèse valvulaire, ça peut mettre en évidence un petit signe d'appel et un élément diagnostique avant même que l'échographie ait pu. Ça permet la géolocalisation de l'infection. C'est un peu ça, c'est tout à fait ça. Oui. Vous parliez d'échographie, mais est-ce que l'échographie classique, transthoracique, comme on la pratique, permet le diagnostic ou il faut faire un autre type d'échographie? Vous avez parfaitement raison. Il faut toujours commencer par l'échographie transthoracique parce que c'est la technique la plus diffusée, la plus simple et qui est quand même extrêmement rentable et très utile, qui consiste simplement à poser un capteur sur la poitrine et à regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais en franchissant les petits obstacles que sont les os et les parois du muscle cardiaque. Et puis il y a une autre technique, effectivement, qui est très classique maintenant, un tout petit peu plus agressive, qui est une échographie qu'on appelle transœsophagienne, c'est-à-dire qu'on fait avaler un tuyau au patient, comme une fibroscopie gastrique, et ça permet d'avoir, avec une petite caméra fixée au bout, la visualisation par l'œsophage, c'est-à-dire très très près du cœur, et donc avec des images d'une qualité supérieure. Et cet examen est devenu l'examen de référence, effectivement, pour faire le diagnostic des petites lésions qu'on ne peut pas voir en échographie transthoracique. Mais le message actuel, c'est de dire que toutes les techniques sont complémentaires, l'échographie transœsophagienne, le PET scan, le scanner également. D'accord. Et il faut pouvoir disposer de toutes ces techniques et savoir les utiliser à bon escient. Alors, une fois que vous avez visualisé la masse, la végétation sur les valves ou sur les sondes de pacemaker, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des antibiotiques comme ça ou je fais appel à mes petits camarades. Voilà, donc là intervient le docteur Casalta. Intervenir maintenant et qui va nous trouver la fiche d'identité de la bactérie, c'est ça? C'est tout à fait ça, à travers les hémocultures essentiellement, ou des sérologies
ou de la biologie moléculaire quand on ne peut pas avoir de diagnostic. Et pour aller plus vite, on a mis au point un kit, le professeur Raoult a mis au point un kit qui permet de regrouper d'entrée tous les prélèvements utiles pour le diagnostic, parce que c'est extrêmement important d'avoir, pour pouvoir traiter au plus juste et être le plus efficace possible, d'avoir un germe qui pousse soit à travers les hémocultures, soit à travers les sérologies qui permettent de faire des diagnostics. D'accord. Et une fois qu'on a le nom du germe, on a la solution thérapeutique. Et on applique des protocoles qu'on a mis au point. D'accord, donc un cocktail d'antibiotiques pour pouvoir taper cocktail, sur le germe en question. Tout à fait, un cocktail d'antibiotiques bien défini, bien protocolisé, parce que l'un des dangers du traitement, c'est de zapper, de changer d'antibiotique, parce que ça ne marche pas. Donc on a des protocoles définis maintenant depuis 2001, et qu'on applique systématiquement sans broncher, ce qui permet d'améliorer le pronostic, essentiellement. D'accord, c'est un traitement qui dure combien de temps, qui peut se faire en ambulatoire ou qui doit se faire à l'hôpital? Au départ, comme c'est une maladie, c'est une septicémie avec fixation sur le matériel intracardiaque ou sur les valves natives. Il est nécessaire d'être hospitalisé. Comme vous l'avez dit au départ, c'est une maladie mortelle. Et les maladies mortelles à 20% en maladie infectieuse, ce n'est pas fréquent. Hein. Même le sida ne tue pas autant. Hein. Donc il faut être très prudent, faire un bon management. Et à partir de ce management, on réduit énormément la mortalité. Management du moins au niveau de l'infection. Et ça, c'est pendant 10 jours. On essaie de perfuser le moins possible, mais pendant 10 jours, on est obligé de perfuser pour diminuer le poids de l'inoculum, c'est-à-dire les bactéries qui sont dans le charge. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que le malade meure d'un choc septique. Voilà. D'accord. Donc, il faut être rapide. Dès qu'on sait que c'est une endocardite ou si on a une forte suspicion d'endocardite, il faut mettre des antibiotiques. D'accord. Qui sont des antibiotiques de base, hein, c'est simple. Oui. Ouais. Il n'y a pas de nouveaux antibiotiques. Mais généralement quand même par voie intraveineuse. Au départ, oui. Après, on peut prendre des relais par la bouche. Très bien. Et vous, Alberto Ribéry, vous intervenez à quel moment dans l'affaire? Alors, lorsqu'il y a, on a expliqué ce qu'était l'endocardite, atteint fondamentalement, comme c'était dit, les valves cardiaques. Et donc, il peut produire une destruction de cette valve cardiaque qui conduit à des signes d'insuffisance cardiaque. Et à ce moment-là, il faut intervenir soit pour remplacer la valve, soit pour la réparer quand c'est possible. C'est une des principales indications. L'autre raison, c'est les masses dont vous avez fait allusion tout à l'heure, les végétations qui se posent sur les valves et qui peuvent partir du cœur et se loger ailleurs, notamment dans le cerveau ou dans d'autres organes. Donc les menaces emboliques d'une endocardite sont aussi une indication chirurgicale. Et enfin, ce qui est plus rare, c'est lorsque l'endocardite dépasse le cadre de la membrane interne du cœur, comme vous l'avez dit, et qui envahit les tissus autour. Ça s'appelle un abcès valvulaire. C'est difficile à traiter parfois par les antibiotiques pour des raisons diverses et variées. Ça fait ce qu'on appelle de la fièvre prolongée, un syndrome septique, et c'est parfois aussi une indication d'intervention chirurgicale. En dehors du délabrement valvulaire et en dehors de la taille donc de la végétation. Oui, exactement. D'accord. Mais en principe, lorsqu'il y a un abcès valvulaire, il y a déjà un délabrement important la plupart du temps, et ça rajoute, si vous voulez, c'est un argument de plus pour des fois aller opérer un patient. D'accord. Ça représente, comme ça a été dit, à peu près un patient sur deux sur l'ensemble des endocardites qui sont traités. Un patient sur deux en chirurgie? Ils vont à la chirurgie. Ah oui, c'est important. C'est très important. Au-delà de ça, lorsqu'il y a une greffe bactérienne ailleurs, est-ce qu'il faut aussi intervenir sur le site secondaire? Est-ce qu'il faut opérer ou... Alors, on pourrait tous répondre, hein, et je serais intéressé d'avoir l'avis du docteur Ribéry, mais effectivement, c'est un point capital de la maladie, qui est une maladie cardiaque, mais qui est capable, avec les végétations dont parlait le docteur Ribéry à l'instant, d'essaimer un petit peu au sein de l'organisme. Et c'est une maladie qui n'est pas que cardiaque, comme je le disais au début. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle peut avoir des localisations au niveau des différents organes, essentiellement parce que ces végétations, ces petits caillots, des caillots infectés qui sont sur la valve, peuvent partir dans la circulation, donner des embolies. J'ai cru entendre que ça pouvait aussi se manifester par des panaries, c'est ça? Oui, ça peut aller à l'extrémité des doigts avec des petits panaries, qui sont aussi des manifestations de ce niveau-là. Mais le plus embêtant, c'est que ça peut toucher d'autres organes, comme
les reins, la rate et surtout le cerveau. Et c'est ça le grand problème de cette maladie. On estime dans notre série que à peu près 35% de toutes les embolies se font au niveau du cerveau. Ce sont les plus fréquentes et également les plus graves. Ce qui veut dire que une partie de notre travail et de nos préoccupations, c'est d'éviter ces embolies. Et le message qu'on a développé à la Timone avec le docteur Caselta et avec le docteur Ibéry, c'est qu'il faut opérer ces patients, les traiter avec des antibiotiques très forts et très tôt, et les opérer très tôt pour éviter justement ces accidents emboliques. Et les bons résultats qui sont obtenus par notre équipe viennent du fait que ces patients sont opérés très précocement. Alors, est-ce qu'il faut opérer les autres endroits? Au niveau du cerveau, on ne parle pas d'opération. Parfois, il peut y avoir des traitements de radiologie interventionnelle pour des lésions anévrismales qui se développent à cause de l'endocardite. Au niveau de la rate, il peut arriver exceptionnellement que les chirurgiens digestifs nous aident et envisagent une chirurgie au niveau d'une autre localisation. Oui, c'est une maladie qui touche beaucoup d'organes et donc on a souvent besoin de plusieurs personnes et ça vous fera parler tout à l'heure du concept de l'équipe endocardite. D'accord. Par rapport à cette pathologie, une fois que ça a été traité, prise en charge chirurgicalement ou pas, uniquement par antibiotiques, comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on reprend une vie normale? Est-ce qu'on a des complications qui changent complètement notre façon de vivre? C'est une question importante également et c'est un message qu'il faut faire passer aux patients qui ont eu une endocardite infectieuse, c'est que il y a une période difficile et une gravité, qui est la période hospitalière. Mais une fois qu'on a passé le cap, qu'on a bien été traité, qu'on a été bien opéré, on peut reprendre une vie tout à fait normale. Souvent, il faut faire un peu de rééducation cardiovasculaire si on a été opéré. Mais même si c'est une maladie grave initialement, une fois qu'elle est bien corrigée, on peut reprendre une vie tout à fait normale. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller, bien sûr. Et nous avons mis en place avec Jean-Paul Caselta et Alberto Ibéry depuis plusieurs années un principe de suivi où on revoit les patients à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après l'endocardite infectieuse, parce qu'on sait que c'est là que les événements les plus importants peuvent subvenir. Mais encore une fois, c'est surtout au début que ça se joue. Il faut les surveiller, bien sûr, parce qu'ils ont quand même, ils restent, même s'ils ont été guéris, il reste des patients cardiaques. Mais les moyens thérapeutiques dont on dispose maintenant ont quand même bouleversé le pronostic de cette maladie. Et la combinaison du traitement antibiotique et du traitement chirurgical a permis de bien améliorer les choses, mais il faut rester vigilant, bien sûr. Parfait. Je vois que vous travaillez vraiment en équipe et nous allons justement, dans cette seconde partie d'émission, voir comment vous fonctionnez dans cette endocardite team. Vous avez des staffs pluridisciplinaires, associant cardiologues, chirurgiens, infectiologues, mais aussi radiologues, me semble-t-il. Et vous vous réunissez en discutant des patients et de la prise en charge dans le service toutes les semaines. Donc, nous allons assister à ce reportage présenté par Laurent Henry et Manon Emery. L'endocardite, c'est une pathologie qui nécessite un travail d'équipe. Et le terme même a été consacré dans les dernières recommandations européennes. On parle d'endocarditis team pour la première fois. Ça veut dire qu'un seul médecin ne peut pas tout seul diagnostiquer, traiter et surveiller un patient porteur d'une endocardite infectieuse. Et on a besoin, pour arriver au meilleur traitement, à la meilleure prise en charge pour le patient, d'avoir plusieurs médecins de spécialités différentes qui soient impliqués et qui se coordonnent. Je suis praticien hospitalier et je travaille donc dans l'équipe endocardite depuis maintenant 15 ans. On dispose de kits endocardite qui permettent de faire le diagnostic en une fois. Donc le patient va rentrer avec une suspicion d'endocardite. Et il va bénéficier d'un kit diagnostic qui permettra d'avoir l'ensemble des examens nécessitant faire le diagnostic de cette maladie. Et ensuite, donc, on pourra débuter dans l'heure qui suit un traitement antibiotique. Je participe aux réunions des malades affectés de l'endocardite, puisqu'il y a un pourcentage parmi eux qui nécessite une intervention chirurgicale due à l'infection, qui ne peut pas être traité uniquement par des médicaments. En l'occurrence, dans le cas que vous venez de voir, il se peut qu'on ait besoin de réaliser une implantation d'un pacemaker un peu spécial, ça s'appelle un triple site, par voie chirurgicale. Je travaille dans le service du professeur Habib. J'ai un rôle diagnostique en faisant les échographies cardiaques transthoraciques et transœsophagiennes
Un rôle également dans le suivi du patient pendant l'hospitalisation pour organiser les examens diagnostiques et un rôle également de suivi avec les infectiologues une fois que le patient est sorti de son hospitalisation. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons tous les jours et plus particulièrement une fois par semaine. On appelle ça le staff endocardite. Donc c'est vraiment une pathologie multidisciplinaire et cette notion d'équipe est vraiment fondamentale. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous recevons ce soir l'endocardite team pour traiter le sujet de l'endocardite infectieuse avec le professeur Habib, chef de service de cardiologie de la Timone, le docteur Casalta, infectiologue, et le docteur Alberto Ribéry, chirurgien cardiaque. Comme vous avez pu le voir dans le reportage, ils travaillent en équipe. C'est une équipe qui est assez novatrice. Et nous allons pouvoir discuter avec eux de la façon dont ils prennent en charge les patients. Déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on va pas, d'une façon générale, vous envoyer tous les patients qui se mettent à avoir de la fièvre sans explication. Donc, comment un patient arrive dans le service de cardiologie avec une suspicion d'endocardite? Quel est le motif? Qui sont vos correspondants? Qui est-ce qui vous les envoie? Et quel est le prérequis pour vous envoyer le patient? Et on a la chance d'avoir établi dans notre région un vrai réseau avec les cardiologues de ville, les cardiologues hospitaliers, les cardiologues des cliniques privées et publiques, et également non seulement à Marseille, mais en dehors, dans toute la région. Pourquoi ? Parce qu'on a cette organisation, justement l'équipe endocardite, et puis une expérience et une expertise, je dirais, très particulière de nos chirurgiens dans la prise en charge de ces patients. Mais bien sûr, tous les patients ne viennent pas chez nous. D'abord, on ne pourrait pas les recevoir, et d'autre part, ça ne serait pas justifié. Donc, la façon la plus habituelle de sélectionner les patients qui nous sont adressés à l'équipe endocardite, c'est les patients qui, quand même, ont une forme un petit peu grave d'endocardite, c'est-à-dire ce qu'on appelle les endocardites compliquées, que le docteur Ribéry a cité tout à l'heure. Les 3 grandes indications chirurgicales sont aussi les 3 grandes complications: l'insuffisance cardiaque par délabrement valvulaire, les grosses végétations avec un risque embolique et les lésions abcédées, les lésions périvalvulaires. Quand il y a ces situations-là, ou quand il y a une complication en général, il faut absolument que les patients soient adressés dans un centre expert, ayant toutes les techniques diagnostiques et les possibilités thérapeutiques, notamment chirurgicales. Mais il y a au moins la moitié des patients porteurs d'une endocardite infectieuse qui ne doivent pas venir chez nous automatiquement, mais qui peuvent rester dans le centre périphérique. Mais souvent, on dialogue avec eux. Souvent, ils ont besoin d'un conseil. Ils appellent le docteur Casalta pour les infections, pour les antibiotiques. Quand ils ont besoin d'un avis échographique, ils nous envoient des images d'une façon ou d'une autre. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est moitié-moitié, je dirais. Les plus graves doivent venir dans un centre expert, les autres peuvent rester dans un centre périphérique. Dans tous les cas, le cardiologue et le médecin traitant doivent être tenus informés et participer à la discussion. Et dans tous les cas également, si le patient n'est pas adressé dans notre centre, il faut que les médecins qui le prennent en charge, qui ne sont pas forcément des cardiologues d'ailleurs, qui peuvent être des médecins internistes, qui peuvent être des services de neurologie, qu'ils aient la possibilité d'interagir avec nous, de discuter les cas et de nous les transférer si les patients présentent des signes d'aggravation ou qui deviennent inquiétants. Parfait. On a vu tout à l'heure un patient qui avait un pacemaker, une infection sur son de pacemaker. Qu'est-ce qu'on fait du matériel? Qu'est-ce qu'on fait du pacemaker lorsqu'il est infecté? Parce qu'on n'a pas traité le sujet. Est-ce qu'on le laisse, on lui met des antibiotiques, ou est-ce qu'il faut faire un geste, remplacer, enlever? Je crois que je peux peut-être répondre. Une des règles principales dans cette situation, c'est que tout matériel, tout endocardite sur un matériel sera mieux traité si on enlève le matériel infecté. Moi, je pense que peut-être le docteur Ribéry dira ce qu'il en pense au niveau des... C'est une condition sine qua non, en effet. Lorsqu'une prothèse est infectée, le mieux, c'est de l'enlever. C'est très difficile à traiter au long terme du matériel qui est non biologique et qui a été infecté. On a un risque de récidive qui est extrêmement important. Donc, en effet, l'attitude à avoir, c'est d'enlever le matériel prothétique. Dans le cas du pacemaker, il y a 2 cas de figure, c'est savoir connaître l'indication de ce pacemaker. Si le patient est dépendant de ce pacemaker, il faut implanter un nouveau pacemaker, évidemment pas de la même façon, pas par voie endocardiaque, si je puis dire, puisque évidemment ils sont assez prédisposés à se réinfecter, d'autant plus qu'il y a une infection. Et donc à ce moment-là, on a besoin de faire ce qu'on appelle la voie épicardique, qui est accessible par voie chirurgicale. D'accord. Alors, dans le cas
en question, c'était donc un pacemaker. Donc là, c'est le chirurgien cardiaque qui intervient pour mettre la voie épicardique. Exactement. Enfin, nous plaçons les électrodes et donc les médecins rythmologues, ils viennent régler donc le pacemaker pour que ça fonctionne bien. D'accord. J'avais une dernière question pour le Dr Casalta. Quelles sont les bactéries incriminées et quelles en sont les causes? Pourquoi ces bactéries-là? Alors, jusqu'à maintenant, il y avait les streptos de bouche. Depuis peu, dans tous les pays, c'est le staphylocoque doré, dit aureus, enfin du moins le groupe des staphylocoques dorés qui prend la place. Et après, en fonction de l'âge, on voit apparaître des streptocoques digestifs, que sont le Galolyticus et l'entérocoque. Donc pour revenir à la première partie, c'est-à-dire les streptocoques de bouche, c'est essentiellement l'hygiène dentaire qui fait que ça passe dans le sang. Pour les streptocoques dorés, il y a plusieurs éléments. Il y a les plaies cutanées, bien évidemment, mais il y a aussi les infections nosocomiales suite à de la chirurgie. Les cathéters, il faut savoir que quand on met un cathéter sanguin, une voie IV intraveineuse ou des PICC lines, si on les laisse trop longtemps, on a des risques. Et il y a aussi les attitudes à risque que sont la toxicomanie IV. C'est là qu'on rencontre essentiellement les endocardites à Staph aureus. Il y a aussi d'autres malades, parce qu'ils ont des plaies cutanées, ce sont les diabétiques. Et quand ils ont des maux perforants, c'est une porte d'entrée importante. Comment peut-on éviter une endocardite? Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir l'endocardite? Il y a l'hygiène, bien sûr, dentaire. Alors, ce n'est pas la prise d'antibiotiques, c'est, je crois, le réflexe qu'il faut éviter parce que ça va entraîner, ça va dénaturer, si on a réellement une endocardite, ça va dénaturer le diagnostic, ça va le retarder essentiellement et bien entendu aggraver le pronostic. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr consulter son médecin avant, mais il faut avoir une hygiène dentaire, c'est-à-dire quand on se garde des chicots ou une mauvaise hygiène dentaire, ça traîne à terme des ennuis. Voilà. Quand on a des plaies cutanées, il faut bien les nettoyer, c'est ce que devrait faire tout le monde. Voilà. Parfait. Que peut-on souhaiter à l'Endocardite Team pour les années à venir? Ça sent la conclusion. Effectivement, je crois qu'on a fait un peu le tour d'une partie des aspects de l'endocardite infectieuse. Je crois que notre objectif à tous, c'est comme vous l'avez dit en introduction, c'est une maladie qui reste très grave. Alors elle reste très grave, on a l'impression que cette mortalité qui se situe à 20%, qui est énorme, qui est supérieure à... C'est pas celle que vous avez dans le service? Non, on a la chance d'avoir une mortalité un peu moindre, mais si on raisonne un peu globalement sur l'ensemble de la population, c'est quand même une mortalité qui reste élevée, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que les patients sont plus âgés. La deuxième raison, c'est que le diagnostic est souvent fait un peu tardivement. Les patients sont porteurs de prothèses valvulaires, de pacemakers, de plus en plus de matériel, et on sait que ça favorise les infections nosocomiales, donc il y a différentes raisons. Donc il faut qu'on arrive encore à améliorer le pronostic, et il faut qu'on ait encore... c'est vraiment notre objectif, je crois, c'est d'éviter que les patients fassent des complications de l'endocardite, les diagnostiquer plus tôt, les opérer plus tôt, et puis les prévenir. Je dirais qu'il faut supprimer le terme un petit peu de prophylaxie pour les soins dentaires, pour faire de la prévention, c'est-à-dire pour avoir non seulement chez les patients à très haut risque, mais chez tout le monde, une attitude de prévention, de faire attention pour les soins dentaires, de faire attention également à son hygiène, à sa peau, à éviter les infections nosocomiales. On pourrait citer également les piercings et les tatouages qui sont des situations qui peuvent être à risque. Justement, nous allons en parler tout de suite avec notre chroniqueuse, mais avant tout, merci à tous d'avoir été présents à nos côtés sur le plateau d'Atout Santé et d'avoir permis aux téléspectateurs d'une fois encore progresser dans leur connaissance de la santé. Et nous terminons cette émission par cette chronique, donc tatouage, piercing et endocardite par Julia Marouani.
Le body art, piercing ou tatouage est une pratique de plus en plus courante actuellement. Les étudiants sont à peu près tatoués à 25% et 40% d'entre eux possèdent un piercing. Ces gestes sont un risque d'infection. L'infection peut survenir soit lors de la pose du piercing ou lors de la réalisation du tatouage, mais aussi pendant les semaines de cicatrisation. Pourquoi ces infections? C'est que ces gestes entraînent une effraction de la barrière cutanée qui va permettre à des germes qui sont présents de façon normale sur la peau et qui sont non agressifs tant que la peau est intacte. L'effraction de la peau occasionnée par le piercing ou le tatouage va entraîner la pénétration des germes dans le corps. Ces infections, principalement, ce sont des infections locales, des abcès au niveau du piercing, mais ça peut aussi toucher le cartilage et ça peut aussi donner des infections qui sont plus profondes au niveau du corps, avec des septicémies, des fascites nécrosantes, avec des atteintes musculaires très graves, ou des infections ostéo-articulaires, comme des infections des vertèbres. Dans les septicémies, du coup, il va y avoir un risque important d'endocardite infectieuse. Bon, c'est quand même une complication rare, mais qui est peu connue des personnes qui pratiquent le body art et qui est potentiellement très grave. Dans la majorité des cas qui ont été rapportés d'endocardite infectieuse suite au body art, 2/3 présentaient des cardiopathies connues et 1/3 n'avaient pas de cardiopathie. Quoi qu'il en soit, il est logique de déconseiller aux personnes qui vont être porteuses d'une cardiopathie de réaliser tout tatouage ou tout piercing. Et pour l'ensemble de la population, pour limiter les risques infectieux, il faut absolument bien choisir son tatoueur ou son perceur. C'est-à-dire que ce sont des gestes qui nécessitent une asepsie qui est quasi chirurgicale et la plupart du temps, les personnes qui les réalisent n'ont pas de formation à l'hygiène médicale. Mais depuis 2008, il existe des décrets qui ont réglementé la pratique donc, du body art avec des lois sur la formation des professionnels et également sur les impératifs en termes de matériel et de locaux et de stérilisation. Donc, il est vraiment conseillé de bien se renseigner avant de réaliser un tatouage ou un piercing sur les techniques d'asepsie de la personne qui réalise le tatouage. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions tous les intervenants de ce plateau, les invités et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. J'espère que cette émission va les aider à progresser dans la prise en charge de leur santé. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé, nous adresser des commentaires et des questions sur Facebook ou Twitter Atout Santé. Et une fois de plus, je vous répéterai, restez acteurs de votre santé et je rajouterai aujourd'hui, la solution est dans le mouvement. Bonne soirée à tous.